Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Maison de la Méditation. Vous savez que les vendredis soirs à la Maison de la Méditation, nous organisons des rencontres avec des personnalités de différents horizons, que ce soit des sociologues, des thérapeutes, médecins ou psychologues, des personnalités politiques, des artistes, des auteurs, des journalistes. Et ce qui nous intéresse bien sûr dans ces rencontres, c'est de découvrir le travail de ces personnalités et de voir de quelle manière ce travail, souvent très riche et très profond, peut nourrir un dialogue fécond et nous éclairer sur les défis et les enjeux de demain, et ils sont nombreux. Et ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Frederica Vonningen. Merci d'être avec nous, Frederica. Merci. D'autant que ça fait des mois qu'on vous attend. Oui, je serais bienvenue plutôt au mois de mars. Oui, nous étions tous enfermés. On était tous enfermés, Paris y compris. Et effectivement, on devait se retrouver au mois de mars. Et puis le confinement, on a décidé autrement. Alors, Frederica Vonningen, vous êtes journaliste. Vous avez été chef du service médecine et bien-être au magazine Ça m'intéresse pendant plus de 12 ans. Aujourd'hui encore, vous écrivez chaque mois un article très intéressant sur les peuples racines, et nous allons y venir, sur la santé pour Psychologie Magazine. Mais surtout, la raison de votre présence avec nous ce soir, c'est ce travail, cette enquête, même je dirais, que vous menez depuis plusieurs années, depuis près de 6 ans, je crois. Une enquête très fouillée, très précise, très sensible aussi, très documentée sur les peuples racines. Et déjà, première question, j'aimerais que vous nous donniez votre définition du peuple racine. Ok. Oui, j'aimais bien l'enquête, je dirais même une quête en fait. C'est devenu une quête. Alors, peuple racine, c'est un terme qui a été au départ employé par des anthropologues russes, qui est arrivé jusqu'à nous par Jean Mallory, qui a beaucoup travaillé dans ces zones-là du monde, entre autres. Et ça veut dire la même chose que peuples indigènes, autochtones, peuples premiers. On connaît le musée du Quai Branly qui parle beaucoup de ces cultures. Moi, j'ai bien aimé le terme de peuple racine. D'abord parce que les personnes qui étaient en lien avec ces peuples et que j'ai rencontrés au départ utilisaient beaucoup ce terme. Et puis, en fait, plus j'avance et plus je me rends compte qu'il fait vraiment sens, parce que ce sont des peuples qui sont en lien avec la terre, d'abord et avant toute chose. Bien plus que nous, en tout cas. Et par comparaison, on a complètement perdu nos racines, alors qu'eux ont une vie et surtout une pensée qui est restée enracinée. Et ce qui m'anime dans ma recherche, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire une pensée enracinée, en fait. Donc voilà, c'est ce terme de peuple racine qui désigne donc 370 millions de personnes qui sont réparties en 5000 peuples. Oui, c'est ça, 5000 peuples, partout sur la planète, en fait. Et qu'est-ce que, une journaliste plutôt a priori tournée vers la science, vers une médecine plutôt a priori rationnelle, qu'est-ce qui a mis ces peuples racines sur votre chemin? Qu'est-ce qui a suscité cette passion chez vous? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une passion aujourd'hui? Oui, en tout cas, je ne sais pas si le terme de passion est juste, mais j'aime bien, ça m'anime, voilà, ça fait sens. Alors au départ, en fait, c'est drôle parce que justement la journaliste qui faisait de la vulgarisation scientifique au départ s'était retrouvée, mais vraiment au tout début, je ne sais pas, c'était dans les années 90, dans un colloque où intervenaient des anthropologues, et il y avait quelques représentants, quelques guérisseurs qui venaient d'Amazonie, d'Afrique, etc. Donc ça, c'était la toute première rencontre. Et je me souviens que j'avais fait un article sur ce sujet-là pour Science et Vie Junior. Et alors, c'était d'une complexité de parler de ces gens qui guérissent, et qui pour guérir, pour trouver la plante qui va correspondre à la personne qui vient les voir, se disent tiens, je vais attendre 2-3 jours qu'il y ait un rêve qui vienne. Ils attendent que le rêve vienne et ils vont dans la forêt trouver la plante parce que le rêve leur dit où aller chercher la plante, et ils vont la chercher, ils l'utilisent et ça marche. Et moi, j'étais devant un rédacteur en chef, formation scientifique, et il fallait que j'essaye d'écrire un article là-dessus. Et voilà, donc il fallait passer par le biais de l'anthropologie qui voulait bien accepter que ces croyances pouvaient être agissantes parce que les croyances sont agissantes.
Voilà, donc ça a été tout un chemin. Et c'est drôle parce que des années plus tard, de me retrouver face à ces sujets et face à ces savoirs, je me rends compte qu'il y a un énorme trou entre notre vision du monde. Il y a vraiment un espace à combler entre notre vision du monde et la leur. Et c'est faisable, en fait. Alors que parfois, on a tendance à croire que non, d'un côté, il y a eux et leurs croyances et leur culture, et puis il y a nous. Alors, comment je suis tombée là-dedans? Donc, il y a eu ce tout premier contact il y a très longtemps. Et puis ensuite, journaliste, au début j'avais commencé sur l'écologie, ensuite le chemin m'a amené vers la médecine, ensuite vers toutes les questions qui parlent plus de sens, donc aussi j'aimais pas le terme, mais on m'a collé le mot développement personnel. Je me suis intéressée à la méditation à l'époque, et pour moi tout ça a été un chemin personnel aussi, parce que arrive un âge où on se pose un peu des questions de sens dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et à partir du moment où j'ai commencé à me poser ces questions-là, j'ai rencontré un passeur, 2 passeurs de ces peuples. Et ça a été une évidence pour moi en voyant qu'il y avait 2, 3, 4, 5. Et puis ils avaient chacun des liens avec des cultures totalement différentes, dans des zones géographiques très éloignées. Et pourtant, il y avait quelque chose d'abord qui me parlait à moi personnellement très profondément. Je me disais, ouais, mais il y a des réponses ici que j'ai jamais vues ailleurs. Ça rejoignait des petites choses que j'avais pu rencontrer justement. Parce que je suis pas une grande praticienne en termes de méditation, mais je m'étais intéressée à la méditation de pleine conscience de Jon Kabat-Zinn. J'avais même suivi un cursus de 2 mois et demi à un moment de ma grossesse. Et je me rends compte que tout ça est en lien. Et pour moi, ce sont vraiment des savoirs qui viennent de l'intérieur, en fait. Voilà. Je pense que le chemin pour y accéder, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça passe par l'intériorité. Et chez ces peuples-là, en fait, que nous regardons de l'extérieur en voyant leurs fêtes, leurs rituels, un peu comme du folklore, en disant « Oh, c'est très très étonnant ». Mais en réalité, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est un chemin intérieur qu'eux font pour rester en connexion avec la nature. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très clair, Frédérica. Okay. Merci. Alors, on va parler santé, parce que votre dernier livre axe vraiment sur la santé, la grande santé, la santé primordiale, dirait Chogyam Trungpa. L'intention de votre dernier livre est, je vous cite, d'élargir le regard que nous avons sur les notions de santé, de maladie, de guérison, sur le sens de la vie et de la mort, vous venez de l'évoquer. Et en effet, dans nos sociétés, spontanément, quand on parle maladie, le réflexe, c'est de vouloir l'éradiquer au plus vite. La santé est un objectif parmi tant d'autres, mais est un objectif à atteindre dans l'absolu, sans forcément tenir compte du monde extérieur ou du contexte. Or là, ce qu'on découvre dans votre ouvrage, c'est que pour ces peuples racines, la santé, c'est plutôt une manière de regarder, c'est comme un baromètre d'équilibre de notre vie, enfin de la vie intérieure par rapport au monde extérieur. Donc il y a une approche de la santé qui est complètement différente. Ce n'est pas une fin en soi, mais vraiment un indicateur d'un équilibre ou d'un déséquilibre. Et je vous cite de nouveau, il faut d'abord se départir d'un certain nombre de réflexes et s'efforcer de déformater notre regard. Pour parler d'un sujet comme la santé, mieux vaut oublier nos propres angles d'attaque, la physiologie, le nom des maladies, les symptômes, les traitements et bien évidemment les statistiques et les évaluations chiffrées. Pour les peuples racines, une maladie, tout comme sa guérison, c'est d'abord une histoire. C'est magnifiquement dit et c'est ces histoires-là d'ailleurs c'est de ces histoires-là que vous nous parlez. Oui, donc il faut se départir du regard du rédacteur en chef dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment ça. Et puis à un moment, oui, alors c'est ça, pour eux, la santé d'une personne raconte ses liens avec le monde qui l'entoure, ses liens avec elle-même et ses liens aussi avec la nature. Donc c'est intéressant de voir qu'on retrouve ça partout, dans toutes ces traditions-là. Oui, c'est une grande surprise pour moi quand j'ai lu le livre, c'est qu'effectivement, vous parlez de 370 millions de personnes, 5 000 peuples, et en fait, il y a vraiment une racine. Oui, absolument. Il y a quelque chose d'universel. Ces visions-là, elles sont universelles, elles sont liées, à mon sens, enfin non pas que à mon sens d'ailleurs, parce que j'ai eu pas mal de confirmations, mais au fait que leur savoir s'ancre justement dans la nature. Or, la nature, même si elle est différente d'un coin à l'autre de la planète, elle a des principes communs de fonctionnement, et du coup, comme ils sont des grands observateurs de la nature,
ils en comprennent les principes et ils se rendent compte que voilà, ça nous dit quelque chose. En fait, si on regarde une plante, elle est en santé si son milieu est en santé. Si dessus vous mettez des produits chimiques, et ben elle va aller beaucoup moins bien. Et ben on est pareil en fait. Le truc il est là, c'est que et ces peuples-là le savent. Ça paraît une évidence quand je le dis comme ça, mais nous on l'a oublié parce qu'on regarde la santé comme ben voilà, j'ai mon corps. Est-ce que les organes qui sont à l'intérieur fonctionnent ? Est-ce que ce corps, est-ce qu'il n'y a pas de... En fait, on commence à s'y intéresser à partir du moment où il y a quelque chose qui se déséquilibre et qui vient poser problème. Voilà, et on s'arrête, et quand on soigne, on regarde le corps, et on essaye de remettre en place, donc on a des médicaments qui font recirculer telle et telle chose, enfin bon, c'est très technique, c'est très précis, c'est très pointu, et ça marche, mais ça oublie de regarder toute la partie qui est autour. C'est comme si on regardait que la plante à l'intérieur, on allait lui mettre des médicaments à l'intérieur, mais on oublie de regarder le milieu, et on est exactement dans ce cas de figure-là. Donc pour eux, alors il y a un très joli mot dans la langue Lakota qui se dit Wichosani et qui veut dire santé. Et un homme, donc la santé, c'est donc un homme, ça se traduit littéralement par un homme en équilibre à l'intérieur. Voilà, donc l'équilibre intérieur est synonyme de santé. Santé et vie se disent par le même mot également, c'est-à-dire voilà. Donc c'est intéressant parce que ça raconte donc que cet équilibre intérieur est primordial. Et cet équilibre intérieur dans toutes ces sociétés-là, il est travaillé à travers donc, évidemment la relation à soi. C'est-à-dire le grand travail d'un être humain dans ces sociétés, c'est de trouver ce pourquoi il est venu, puisque la vision, c'est que tout être qui vient dans la vie a sa place. On ne doit pas se bagarrer pour la trouver. Il a une place et en fait, dans ces sociétés, les sages, les chamans, les hommes médecine vont accompagner les personnes pour trouver cette place, cette contribution au monde, ce qui va leur permettre de s'épanouir intérieurement. Et également, donc après, il y a tout un travail qui est fait sur la relation à l'autre. Donc il y a beaucoup de travail sur les émotions. Les émotions sont quelque chose qui est... Enfin, dans toutes ces pratiques, soit on va avoir des cérémonies qui vont accueillir les émotions qui traversent les personnes. J'aime bien dire qui traversent les personnes parce qu'on n'est pas nos émotions. Ça, c'est quelque chose que la méditation nous apprend, nous fait expérimenter. C'est intéressant de savoir que dans leur vision, un être humain, c'est donc effectivement un corps, mais il y a toute une énergie autour de ce corps. Et cette énergie, elle va être perturbée par un certain nombre de facteurs. Ça peut être des choses qui viennent de l'extérieur, ça peut être ce qu'on va rencontrer dehors. Si on va à la rencontre d'un arbre, eh bien, notre énergie, elle va bouger. En tout cas, ce sont des perceptions qu'ils peuvent avoir. Mais ça va être aussi les émotions qui vont venir nous perturber, qui vont traverser et qui parfois vont se cristalliser et qui vont créer justement tous ces problèmes, des blocages, des maladies, etc. Donc il y a vraiment cette vision qu'un être humain est beaucoup plus que son corps. Il y a toute une partie qu'ils appellent énergie. Ensuite, il y a la notion d'esprit qui est encore une autre chose, mais qu'on retrouve dans toutes ces cultures-là. Et manifestement, ce que j'en ai compris, c'est que les guérisseurs, les chamans, les hommes médecine, dans la formation qu'ils ont, à travers ce chemin de l'intériorité, finissent à un moment par toucher. Alors il y en a qui le touchent dès qu'ils sont tout petits, ils les voient, les esprits, mais en tout cas, ils perçoivent les esprits, soit par la vue, soit par l'audition, ou par le ressenti. Donc ça, c'est quelque chose qui manifestement existe, mais pour pouvoir l'appréhender, déjà il faut l'accepter, parce que ça passe vraiment par des voies intérieures, donc notamment l'esprit, et si l'esprit refuse que ça existe, ça n'existera pas, quoi. Ce qui n'empêche pas qu'ils agissent, en tout cas c'est ce que disent tous les guérisseurs et les chamans de ces sociétés-là. Donc voilà, la santé c'est bien plus qu'un être humain. Et c'est bien plus qu'un être humain, parce que c'est aussi l'être humain et ses relations aux autres êtres humains, et l'être humain et ses relations à tout ce qui l'entoure. Les Lakota disent que le monde est déposé en nous. Ça veut dire que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de nous, et donc il s'agit aussi à l'intérieur de soi d'aller pacifier nos relations avec tout ce qui est à l'extérieur, puisque ceux qui se trament à l'intérieur de nous se réalisent aussi. Ça, c'est encore une autre chose commune à tous ces peuples, c'est que c'est dans l'intériorité, c'est dans la pensée, c'est dans la qualité de la façon dont on va penser le monde que se crée la réalité. Voilà.
ça peut paraître un peu raccourci comme ça, mais finalement, on se rend bien compte que quand on commence à pacifier sa relation à soi-même, déjà, la relation aux autres est en général plus fluide. Et puis si on regarde en termes de société, une société équilibrée va peut-être moins chercher à empiéter sur l'extérieur, voire à détruire l'environnement qui l'entoure. Enfin, en tout cas, il y a naturellement quelque chose comme un respect qui se met en place par rapport à tout ce monde dont nous sommes une partie, en fait. Voilà. Dont nous sommes une partie, oui. Autre chose qui m'a frappée dans votre livre, une autre notion très intéressante, toujours autour de la santé, le pouvoir de guérir, c'est que pour les peuples racines, nous participons à notre guérison. Et c'est vrai que si on y regarde bien, en Occident, on a quand même tendance à s'en remettre aux médecins, aux sachants, aux scientifiques. Et ça a des vertus, bien entendu, mais à s'en remettre entièrement et à se placer uniquement comme patient, malade, voire victime, ça limite là. Alors que vous dites dans votre livre que le chaman sibérien ou les Mama Kagaba, quand elle soigne une personne, celle-ci sait que de son implication dépendra sa guérison. Donc on sent vraiment que le malade prend part à sa guérison, a une part du pouvoir de guérison, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment intéressant. Oui, c'est effectivement une femme médecine qui disait que oui, si on ne consent pas, il ne peut rien se passer. Voilà. Donc effectivement, il y a une part active de la personne. Dans notre médecine à nous, on a tendance, quand on est malade, on nous met en retrait de la société, on est un petit peu, on est mis à l'écart. Dans ces sociétés-là, quelqu'un qui est malade, sauf si évidemment il y a un risque de contagion, et ils sont aussi très pragmatiques. Alors, dans la situation actuelle, ils ont compris les difficultés et ils agissent de leur mieux quand ils peuvent, mais en tout cas, ils se protègent, ils mettent des masques, ils se mettent à l'écart quand ils sont susceptibles de contaminer quelqu'un. Mais pour tout le reste, pour toutes les autres maladies, il y a d'abord quelque chose qui est, si cette personne est malade, c'est qu'elle vient exprimer un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il n'est pas que à l'intérieur d'elle. Ce déséquilibre, s'il s'est cristallisé en elle, c'est parce qu'il y a un déséquilibre général. Donc forcément, ça intéresse toute la société. Voilà. Au lieu d'isoler, voilà. Oui, c'est surtout qu'on se dit, nous aujourd'hui, si on se disait, tiens, si un tel va mal, c'est peut-être parce qu'il y a un problème de société. Ça pourrait être intéressant d'aller creuser. En tout cas, je pense qu'on pourrait trouver des pistes de guérison générale qui seraient intéressantes, en tout cas. Et donc voilà, donc effectivement, il y a cette idée qu'on va l'accompagner, on va la mettre au cœur du village, on va la mettre au cœur de la société pour la soutenir. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que la personne malade, elle n'est pas mise à l'écart. On ne la considère pas improductive, et donc voilà. Et puis ensuite, il y a sa part à elle. C'est-à-dire, oui, effectivement, on imagine que souvent, on pense que c'est parce que le chaman a du pouvoir, qu'il a une action un peu mystérieuse, et du coup, on va lui donner ce pouvoir de nous guérir. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que dans toutes ces traditions-là, en général, le chaman, justement, il donne à la personne des choses à faire, qui sont alors des rituels parfois, qui vont être des rituels très engageants. Ça va être parfois changer complètement de mode de vie, changer quelque chose dans sa vie, c'est-à-dire dire non, cette personne-là, où tu dois retourner vivre à tel endroit. Enfin, il y a des choses qui peuvent être vraiment très exigeantes en fait, parce que et effectivement, la personne à ce moment-là doit rentrer dans elle doit s'approprier ce qui est demandé. Et du coup, c'est pas juste tiens, je suis malade, je vais prendre un médicament, et puis il y a quelque chose comme ça. Et pourvu que ça marche. Oui. Voilà, et pourvu que ça marche, c'est ça. Et l'idée, c'est que en fait, on retrouve ça aussi dans toutes ces traditions. C'est l'idée alors, il parle de médecine personnelle de pouvoir, de retrouver son pouvoir personnel. Et en fait, ça rejoint cette idée de tout à l'heure de trouver sa place, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est réinvestir qui je suis, qu'est-ce que je fais
et reprendre la responsabilité de ce que je fais, et aussi savoir que j'ai le pouvoir de moi-même rentrer dans la guérison par l'acceptation de la guérison. Donc voilà, tout ça, ce sont des processus, évidemment, quand j'en parle comme ça, mais ce sont des processus qui sont accompagnés de rituels, d'échanges, de questionnements, etc., qui vont permettre d'accompagner la personne sur la voie de la guérison. Donc elle n'est pas seule, mais par contre, elle doit vraiment, à un moment, reprendre son propre pouvoir de guérison. Ouais. Ouais. Ça fait 2 fois que vous évoquez les rituels, Frederica von Ingen. Alors en Occident, même si tout bouge, hein, voilà, on n'est pas. Et puis le fait même que vous puissiez faire ce travail et nous en parler, voilà, on voit que les esprits s'ouvrent peu à peu. Donc concernant les rituels peut-être aussi, mais enfin quand même la plupart du temps, enfin moi si je parle de rituels dans ma vie courante, dans ma vie professionnelle, ça va faire peur, ça a une connotation ésotérique, voire sectaire. On ne sait pas trop de quoi, ça semble étrange en tout cas. Or, pour les peuples premiers, le rituel est vraiment, si j'ai bien compris, condition de la guérison. Et puis là, vous venez d'en parler, et vous écrivez par exemple que le rituel peut être un espace de soins ouvert entre guérisseur et patient. J'ai trouvé ça magnifique comme phrase, l'idée que le rituel ouvrirait un monde, un espace où justement on pourrait cheminer ensemble vers la guérison. Oui. Donc, le principe du rituel, c'est d'ouvrir quelque chose, c'est effectivement d'ouvrir un espace et puis de le refermer ensuite. Alors, dans ces visions-là, la personne qui va mener le rituel, donc le chaman en médecine, etc., va le sécuriser. Donc, il y a tout un tas de pratiques qui sont liées à leur connaissance de ce monde invisible que j'évoquais tout à l'heure. Et à l'intérieur de cet espace-là, donc ils vont accompagner, et effectivement accompagner la personne dans... donc ça va être parfois des pratiques, ça va être... C'est-à-dire en fait c'est l'ouverture d'un espace, je vais utiliser le terme de sacré, parce que c'est... Voilà, on rentre à un moment, on sort du quotidien. Donc une des personnes que j'ai interviewées dans mon livre qui pratique l'hypnose et qui est allée voir là-bas aussi, comparer beaucoup comment ça se passait, elle disait oui, maintenant quand je reçois les thérapeutes, quand je reçois mes patients, finalement pour moi le début c'est comme un rituel, c'est-à-dire quand la personne rentre dans mon cabinet, quand elle referme la porte, elle rentre dans un espace sacré, elle le vivait comme ça. Et c'est quoi un espace sacré? C'est un espace dans lequel on se donne la possibilité d'aller vers l'essentiel. Voilà, c'est un espace hors du temps, c'est quelque chose qui est... Voilà. Alors, il y a des rituels de toutes sortes, évidemment, puisque culturellement, il y a des pratiques qui sont très différentes, donc ça va être parfois des rituels ou des cérémonies au tambour. J'utilise le terme de cérémonie quand il y a plusieurs personnes, et rituel, ça peut être aussi plusieurs personnes, mais parfois juste une ou deux. Et voilà, donc il y a une multitude de pratiques, mais généralement l'idée c'est ça, c'est que le chaman ouvre cet espace où la personne va pouvoir être en contact avec donc ces mondes invisibles. Mais quand je parle de monde invisible, je fais référence à l'énergie dont je parlais tout à l'heure, qui va être traversée par tout ce qui passe à ça. Et donc cet espace-là, il est protégé. Voilà. Il est protégé par le chaman. Et c'est dans cet espace-là que va pouvoir se réaliser autre chose, parce qu'on ouvre... alors, j'aime beaucoup, j'en parle un peu du terme de Toby Nathan, ethnologue, ethnomédecin plus précisément, qui parle de société à univers multiples. Nous, on serait une société à univers unique, voilà, c'est-à-dire il y a le monde dans lequel on est, puis c'est tout. Et pour eux, ce sont des sociétés à univers multiples, c'est-à-dire il y a l'univers du quotidien dans lequel on est, et puis il y a tous ces mondes-là qui sont autour de nous, qui sont d'autres dimensions auxquelles on peut accéder à travers des rituels comme celui-ci. Après, un rituel, c'est aussi tous les jours chez soi pratiquer quelque chose. Ça peut être, pour moi, méditer, c'est un rituel, clairement. C'est un rituel, c'est un espace qu'on ouvre. Alors chacun l'ouvre à sa façon. En tout cas, c'est un espace dans lequel on va aller en profondeur dans son intériorité pour y faire ce qu'on a à y faire, selon la culture, selon la pratique. Oui, puis quand vous parlez d'un espace qu'on ouvre pour aller vers l'essentiel, c'est très clair. Oui. C'est très clair, en effet.
Alors ça m'interpelle, le monde, l'univers, univers unique, univers multiple, parce que penser, nous, que notre monde est un univers unique, c'est parce que quand même on se met de façon absolument forcenée, tous d'accord sur le même monde, comme si on voyait tous le même monde, mais en fait tout ça est très codé, parce que je ne sais pas du tout si votre monde est le même que le mien. Et donc, mais voilà, on a des codes, il y a quand même peu de chance, on est bien d'accord. Hein. Et ça m'amène à cette notion de monde en partage, dont vous parlez aussi, et de la notion d'intersubjectivité. Qui est vraiment à travailler aussi et qui est très bien présentée, intersubjectivité. Par exemple, la vision intersubjective, écrivez-vous, contient la conscience de l'expérience de l'autre. Donc c'est pour ça que je dis votre monde n'est peut-être pas le même que le mien, mais si j'en tiens compte, là évidemment j'ouvre un espace un peu différent et j'ouvre une forme d'intelligence un peu différente. Et vous donnez comme exemple les Tojobalal du Mexique, qui pour dire « je t'ai dit » disent « j'ai dit, tu as écouté ». Et ça, c'est quelque chose, quand on médite, qui peut nous parler beaucoup aussi, parce que voilà, ça élargit un petit peu le débat, dirons-nous. Oui, l'intersubjectivité. Ouais, alors ça, alors pour le coup, je pense que c'est même une posture qui est complexe à comprendre pour nous occidentaux. Chez les Kagaba, justement, il y a cette idée qu'il n'y a pas de jeu, ça n'existe pas en fait. Ils se considèrent que en interrelation, en intersubjectivité avec l'autre en fait. Donc c'est pas évident parce que nous on a appris depuis tout petit que d'abord je suis je. Voilà. Alors là l'idée c'est que effectivement dans leur regard et façon d'être il y a quelque chose comme quand je suis en relation avec quelqu'un, d'abord je vais essayer de me mettre au-dessus, je me vois, je le vois, enfin il y a quelque chose comme ça. Oui. Et puis il y a la conscience que l'autre est effectivement transformé par mes actes. Donc il y a une responsabilité de ses propres actes, pensées, paroles. J'en parlais tout à l'heure, effectivement, pour eux la pensée, la parole, etc., c'est créateur de réalité. Donc on a la responsabilité de faire en sorte que ce soit bien utilisé. Et puis il y a effectivement toujours la conscience que l'autre est un univers, oui, que l'autre est un univers auquel je n'ai pas forcément accès, mais dont je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va émerger de la rencontre de ces deux univers. C'est pas, voilà, il y a peut-être quelque chose, enfin, je perçois quelque chose de plus subtil que des interactions de deux égos qui viennent essayer de communiquer. Il y a en tout cas une attention beaucoup plus forte à l'autre. Ça donne des choses comme, par exemple, chez les Maasai, il y a cette idée, donc Maasai, ça vient de Ma, il y a l'idée de gémellité dedans. Et donc, effectivement, pour eux, c'est très important d'être toujours deux et d'avoir toujours quelqu'un qui vient être le miroir de l'autre. Et ça va être un miroir toujours bienveillant, toujours accompagnant, soutenant, qui va, en fait, quelque part, renvoyer à l'autre sa beauté. J'aime bien aussi ce terme de beauté parce qu'on le retrouve chez les Navarros, on le retrouve un peu partout. Voilà, c'est cultiver, en fait, cette part lumineuse en soi, mais donc aussi, quand on voit l'autre, mettre le projecteur sur cette part lumineuse, quelque chose comme ça. Donc ça, et chez les Maasai, c'est une pratique permanente en fait. C'est la voie d'apprentissage du vrai Maasai. Voilà, c'est du guerrier Maasai. C'est d'être dans ce travail de toujours cultiver la part lumineuse. Ouais. L'autre est un univers, c'est les poètes qui parlent comme ça. Les poètes savent ça. Et le disent, oui, l'autre est un monde. Oui, absolument. Oui, absolument. Et je pense qu'ils sont... Alors en fait, oui, la poésie, de fait, elle est complètement... je pense que ils vivent d'une façon poétique, en fait, pour beaucoup. Enfin, ces sociétés-là, quand elles ont pu garder, parce que on parle d'une vision idéale, et aujourd'hui, ils sont vraiment beaucoup en souffrance, mais quand ils ont pu garder des modes de vie qui étaient proches de leurs racines culturelles et terriennes, terrestres, ce sont vraiment des modes de vie poétiques. Tout ce qui est, mais même chasse, pêche, artisanat, tout ce qu'ils font dans le quotidien
il y a cette notion de beauté dans l'acte. Toujours, on le retrouve un peu partout. Et il y a la même chose dans la relation à l'autre. Il y a l'idée de la beauté dans la relation à l'autre. Toujours, j'ai conscience du fait que cette beauté va agir sur l'autre. Donc on est vraiment dans cette intersubjectivité. Et oui, je trouve que ça montre un joli chemin. C'est clair. Même si effectivement, et vous en parlez aussi dans votre ouvrage, mais dès l'introduction, effectivement, il y a eu aussi tout un tourisme exotico, magico, chamanico, je ne sais quoi, qui nous a pas fait du bien ni à nous ni à eux, c'est clair, et qu'ils sont menacés eux aussi, et que la destruction de la planète n'épargne pas grand monde au fond. Et justement, est-ce que... je ne vous pose pas ça comme à une personnalité politique ou à un scientifique, mais est-ce que vous seriez d'accord pour nous donner, point de vue, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas votre avis sur la pandémie qu'on connaît actuellement, parce qu'il y a quand même un rapport, ce qu'on entend, même si on entend... Quelqu'un tout à l'heure me disait, ça dépend de quelle chaîne de télé je regarde. Est-ce que tu es dans les clous? Ça dépend de quelle chaîne de télé. Donc, on entend un peu tout et n'importe quoi. Néanmoins, on est en train de vivre une épidémie qu'on n'a jamais connue. Voilà. Est-ce que je peux répondre? Moi, je vais pas parler en leur nom, parce que je ne peux pas parler en leur nom, mais je vais parler en mon nom, qui explorait un petit peu leur vision, leur pensée, et ce que cette pandémie-là, aujourd'hui, en quoi ça fait écho à ce que j'ai pu en comprendre. Déjà, la première chose, c'est que tous ces peuples disent que la santé, c'est l'équilibre, et que si on déséquilibre les milieux un jour ou l'autre, il faut que les milieux se rééquilibrent. En fait, c'est ça. Le principe de la vie, c'est déséquilibre, rééquilibrage, déséquilibre, rééquilibrage. Donc là, on est au cœur d'un rééquilibrage. Moi, je le percevrais comme ça. On est allé chercher des tas de choses dans des environnements où avant on n'allait pas. Je crois que c'est 60% des virus émergents qui viennent de zones qui ont été détruites. Donc ça vient de problèmes environnementaux. Donc voilà, là on a pris l'histoire du pangolin, tout ça, je ne sais pas si c'est vraiment avéré à 100% maintenant, mais en tout cas, clairement, c'est venu à un moment du fait qu'on est allé détruire, que l'humain est allé mettre les pieds là où au départ ce n'était pas forcément prévu, et que peut-être que si ce virus était passé du pangolin en faisant plein de chemins comme ça pour un jour arriver à l'homme, il y aurait eu un temps d'adaptation. Là, non, il a fait un grand saut comme ça. C'est intéressant de voir que dans ces sociétés-là, il y en a même certains qui disent mais tout est bien là où ça doit être, donc normalement on ne devrait rien toucher. Enfin, même les Kagaba, pour déplacer une pierre, ils vont demander l'autorisation. Donc en Mongolie, il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait faire des offrandes à la terre quand on faisait un trou pour poser la yourte. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça qui est... Alors que nous, ça fait longtemps qu'on ne se pose plus la question, on prend. Voilà. Et eux ne prennent pas, ils demandent. Ouais, donc il y a quand même déjà une petite... Ça aussi, c'est de l'intersubjectivité avec le monde. Voilà, le monde vivant dans lequel on est. Donc voilà, première chose. Et puis deuxième chose, ça pourrait faire penser quand même fortement à une forme de rite de passage, ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est la prise de conscience de tout ça, justement. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait, hein, parce que c'est être mis face à notre responsabilité d'humain. C'est quoi notre rôle dans ce monde-là? Enfin, moi, ma lecture, mon interprétation pourrait être celle-ci. Et ce que nous demande aujourd'hui cette crise, c'est peut-être de repenser notre relation au vivant. Enfin, c'est pas peut-être, j'en suis convaincue. C'est de repenser notre relation au vivant et voir comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver des liens harmonieux pour réinstaurer des équilibres et éviter ce type de retour de bâton. Dans une chronique, dans une tribune que vous avez écrite pour Féminin Bio, vous avez cette phrase très éloquente. « L'humain n'est pas fait pour être un consommateur du monde, mais son gardien. » Ça c'est la vision de ces peuples-là, c'est-à-dire que oui, le rôle de l'humain... Alors, tout être a un rôle, toute espèce a un rôle, chaque espèce a quelque chose à faire. Et le rôle de l'humain, c'est effectivement d'être le gardien des équilibres. Voilà. Donc on s'est peut-être un peu éloigné de ce rôle-là. On s'est peut-être un peu égaré. Peut-être.
On va, si vous voulez bien, dire quelques mots sur la méditation, parce que justement, vous la connaissez, vous la pratiquez, et puis vous en parlez aussi dans votre livre, comme la première clé de ce savoir-être au monde, qui est l'attention, à la fois au sens de attention, faire attention, prendre soin, enfin voilà, attentionner, prendre soin, et puis dans le sens de considérer, dans le sens de l'écoute profonde, de la présence. Et je crois que, enfin, c'est pas mal de ces chamans et hommes médecine pratiquent peut-être naturellement la méditation. Et pas seulement, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Enfin, en fait, déjà, le simple fait de vivre dans un environnement naturel fait qu'il y a quelque chose comme une présence qui est nécessaire, parce qu'il n'y a pas toujours... C'est des environnements qui parfois peuvent être... j'aime pas le terme hostile, parce que je pense pas qu'ils soient hostiles, mais ils peuvent être difficiles. Voilà. C'est vrai que quand on a oui, très vivant, très vivant, avec les voilà. Et du coup, c'est vrai que cette présence, cette qualité de présence, elle est, je pense qu'elle est cultivée déjà chez les enfants tout petits, parce qu'on va faire attention aux prédateurs, on va faire attention à tout ce qui est dangereux potentiellement. Ça ne veut pas dire qu'on va leur apprendre la peur, au contraire, on va leur apprendre à connaître, donc voilà, peut-être à dépasser la peur. Et du coup, ça leur permet effectivement d'être dans cette qualité de présence. Et alors ça, c'est effectivement un des points communs qu'on retrouve chez tous, et d'ailleurs quand on les voit, on se dit mais il y a quelque chose, enfin on voit tout de suite quelque chose chez eux, qui parfois peut nous manquer, ou en tout cas on est obligé de faire un grand travail pour y arriver. C'est une grande qualité de présence et d'attention. Et puis la qualité d'écoute aussi. Une qualité d'écoute, puisque justement dans un environnement qui peut être à tout moment... qui peut être changeant. Cette qualité d'écoute, elle est indispensable, mais en réalité, on vient tous de là. C'est-à-dire que si on est là aujourd'hui dans cette salle, c'est parce qu'il y a depuis quelques milliers d'années, nos ancêtres, ils ont pratiqué ça, ils ont pratiqué l'attention, ils ont pratiqué l'écoute profonde, et ils savaient quel animal racontait quoi de tel autre qui allait venir. Enfin voilà, les oiseaux racontaient le prédateur, le type de prédateur même qui est en train d'approcher. Enfin, toutes ces choses-là, ils le savaient. Donc cette chose-là, elle est en nous, en fait. Elle est profondément en nous. Et alors, et eux le cultivent encore, effectivement. Et c'est je pense que c'est non seulement ce qui leur permet d'être toujours là, mais d'avoir su inventer un nombre de choses absolument incroyables dans les manières d'être en relation avec ces environnements dans lesquels ils vivent, quoi, en fait. Vous pensez à quoi, par exemple ? Eh bien, l'igloo. Fabriquer un igloo, c'est pas facile. Enfin, techniquement, si on pense à comment il a... Enfin, c'est d'une technicité inouïe. Juste avec de la neige, d'avoir quelque chose qui fait un écart de température entre l'intérieur et l'extérieur sans même chauffer. Enfin, c'est un truc de fou. Voilà, et ils n'ont pas eu besoin de passer par la science et la technique et compter et calculer, etc. Pour ça, c'est une observation du milieu. Voilà, il y a quelque chose comme une attention, une présence qui fait qu'ils savent, quoi. Voilà. Avant de laisser la place à quelques questions, parce que je pense qu'il y en aura, j'aimerais, Frédérica, que vous nous parliez des passeurs. Vous les avez évoqués en début de conférence. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les passeurs ? Et je crois que vous animez ou vous co-animez le cercle des passeurs. Oui, alors ce terme de passeur, en fait, il est venu donc, dans mon premier livre, Sagesse d'ailleurs, parce que donc tous ces savoirs, ces peuples, au départ, j'ai rencontré des personnes qui avaient eu des longues histoires avec eux, et qui étaient des histoires de vie, en fait, où voilà, ils ont eu un moment sur leur parcours, une rencontre souvent tumultueuse avec eux, et ils ont commencé là un apprentissage et une transformation personnelle qu'aujourd'hui ils transmettent chez nous. Donc c'est pour ça, c'est d'ailleurs très important qu'on en parle, parce que moi je suis un peu au carrefour de ces différentes visions, et c'est parce que j'ai pu avoir ces regards différents. Je dis souvent, il m'aurait fallu 11 vies pour pouvoir réunir les savoirs de ces 11 personnes, 11 peuples, enfin 11 visions du monde que j'avais dans le premier. Et j'en ai rencontré d'autres par la suite, mais c'est vrai que waouh, ça me fait des raccourcis énormes, parce que voilà, ce sont des parcours d'apprentissage qui ont duré 20 ans, 30 ans, qui continuent encore. Et donc j'ai utilisé moi ce terme de passeur parce que
Pour certains d'entre eux, on pourrait les appeler hommes médecine, femmes médecine, chamans, guérisseurs, mais chez nous, ça a une connotation qui, moi, me convient pas totalement parce qu'on projette pas mal de choses sur ces personnages, qui sont des personnes, en fait. Voilà. Et j'aime bien l'idée de passeur parce qu'elle est plus large aussi simplement que ça, parce qu'il y a effectivement des guérisseurs dedans. Donc, bon, le guérisseur, c'est celui qui guérit la maladie, le problème du corps ou voire de l'esprit, mais dans ces traditions, il y a aussi dans le chamanisme sibérien notamment, mais on le retrouve aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Il y a aussi ceux qui font de la pratique de la divination, qui ont des visions. Et puis il y a aussi ceux qui vont accompagner. Enfin, il y a plein de rôles différents. Souvent, les guérisseurs ou les chamans sont aussi des conteurs. Donc ce sont aussi des artistes. Ce sont forcément des chanteurs parce qu'ils chantent. Donc il y a tout ça en fait. Et moi j'aime bien ce terme de passeur chez nous parce qu'en réalité, depuis que j'ai découvert ces visions et ces façons de soigner, je me rends compte qu'autour de moi, il y a plein de gens qui utilisent ça et qui sont des gens de chez nous et qui sont des passeurs en fait. Je veux dire, les artistes, beaucoup d'artistes, à partir du moment où l'art est pratiqué dans une intention de guérison, en tout cas d'apporter quelque chose, d'aller vers la lumière dont je parlais tout à l'heure, de plus lumineux. Pour moi, c'est aussi ça, en fait. Ce sont des pratiques comme ça. Simplement, nous, on a mis ça un peu comme dans la société des loisirs, un truc un peu à côté. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, ils n'ont même plus la possibilité de travailler. Alors que c'est vital dans ces sociétés-là, c'est le cœur du fonctionnement. C'est-à-dire, très régulièrement, on se réunit, on a des cérémonies, on a des histoires, on a du chant, on a de la danse. D'ailleurs, c'est intéressant. J'aime beaucoup cette vision. Enfin, j'aime beaucoup la vision des Lakota. Et pour eux, les 4 arts thérapeutiques majeurs, c'est le chant, c'est les histoires, c'est la danse et c'est savoir se taire. Voilà. Magnifique. Les 4 arts oui, thérapeutiques absolument. majeurs. Ouais. Et quand un homme médecine a appris tout ça, il est complet, il est en capacité de guérir. Et le cercle des passeurs, alors le cercle des passeurs, c'est une tentative de ramener quelque chose ici chez nous pour réveiller un peu notre connexion au vivant, justement, au monde vivant, essayer de voir, nous, malgré ces déracinements qu'on a vécus, qu'est-ce qu'il y a encore de vivant, et puis en proposant des pratiques qui sont issues de ces peuples dans les personnes qui interviennent. Il y en a qui ont travaillé, il y en a une qui, par exemple, qui a travaillé avec les Navarros, qui continue, qui propose une adaptation des cérémonies, c'est-à-dire faire des peintures de sable contemporaines. Il y a des pratiques de gestes premiers, savoirs ancestraux, que l'un des passeurs travaille également avec les Premières Nations du Yukon. Et des choses, enfin voilà, c'est vraiment l'idée de dire, ok, il y a ces pratiques, il y a cette façon de voir, de guérir. Alors c'est pas de guérir la maladie, mais de guérir notre déracinement. Qu'est-ce que nous on peut faire de ça ici? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme moyen de se reconnecter? Parce que finalement, cette notion de connexion à la terre dont on parlait au tout début, des peuples racines, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette connexion disparaît, là on commence à rentrer dans les déséquilibres. Donc l'idée du cercle des passeurs, c'est d'apporter un espace pour retrouver des connexions, avec en plus cet apport ancestral, parce que c'est ça aussi qui nous manque. On a nos racines terrestres, mais on a aussi toute la mémoire en fait qu'on a perdue. Et cette mémoire, aujourd'hui, on a, à mon sens, le devoir d'être des passeurs pour les générations à venir, parce que tant que c'est encore vivant, tant qu'ils sont encore là, il y a quelque chose à transmettre, peut-être à essayer de transmettre et de faire vivre. Voilà. Magnifique travail c'est dense. Oui, que vous menez et que vous nous partagez. Et alors, si vous voulez bien, on va prendre quelques questions dans la salle, si c'est le moment, si vous avez des questions pour Frédérica. L'expression chemin intérieur qui m'interroge un peu, parce que en fait, c'est un chemin qui est intérieur, mais qui est tout le temps en relation avec l'extérieur aussi. Comment ça s'articule? Dans cette vision, l'extérieur est le reflet de l'intérieur.
Voilà. Donc, par exemple, la nature est un livre. Voilà. Alors c'est peut-être plus complexe, c'est un livre plus complexe à lire quand on est dans un environnement urbain qui a été entièrement modelé par l'homme, mais le vivant est un livre en fait. Voilà, dans leur vision, c'est vraiment quelque chose comme ça. Donc le chemin est intérieur, mais c'est vraiment aller effectivement se connecter à son intériorité pour pouvoir se mettre en relation et non pas rester en surface. Mais c'est forcément, bien sûr, en interrelation avec en plus la conscience qu'il y a des interactions permanentes. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Du coup, si je comprends bien, c'est le côté intériorité, c'est ressentir, quoi. C'est savoir ce qu'on ressent, peut-être. Absolument. Ouais. Oui, d'où le fait que le travail sur les émotions est quelque chose de très important. Et le travail sur les sens aussi. Parce que vraiment, ça passe... Enfin, il y a cette connaissance. Alors oui, j'en ai pas parlé, ça. Ces savoirs et ces connaissances, on peut se dire, mais d'où est-ce qu'ils tiennent ça? Et c'est vrai qu'eux, ils ne tiennent pas ça des livres, ils tiennent ça vraiment de l'expérience. Ce sont des savoirs qui sont accessibles que par l'expérience. C'est pour ça que pendant très longtemps, que le rédacteur en chef, c'était pas valable pour lui. C'est pas une voie valide d'accès au savoir. Alors pour eux, c'est la voie d'accès au savoir. Alors que nous, on a besoin de vérifier. Enfin, c'est vraiment une toute autre démarche. Alors je dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, mais en revanche, aujourd'hui, il serait peut-être temps de se dire, allez, on a tous ces possibles-là, et ce serait bien de les mettre ensemble, et puis d'essayer de créer quelque chose qui soit une vision plus large, en fait. Ouais. D'autant qu'on vit dans un monde où on est vraiment... ça, on travaille beaucoup là-dessus dans l'école de méditation. On est vraiment coupé de sa propre expérience. Oui. C'est-à-dire que... Voilà, ce que Frédérica pointe comme intériorité, c'est de se reconnecter à sa propre expérience, sans forcément se regarder le nombril, mais voir où on en est, alors qu'effectivement, on est tout le temps dans notre tête, mais notre tête n'est pas notre expérience. Oui. Il y a quelque chose qui doit s'intégrer corporellement. Qui passe, voilà. D'où effectivement ce travail important sur les sens, parce que c'est le... Alors, il y a le travail sur les sens, et pour eux, donc, justement, le rituel, il a aussi pour intention de nettoyer les énergies. Donc, dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a ce corps et il y a ces énergies. Tout ça, enfin les énergies, elles ne sont pas autour, elles sont dedans aussi. Enfin, tout ça est entremêlé. En fait, il y a même des langues dans lesquelles il n'y a pas de mot pour dire corps. C'est pour dire que tout, on est voilà. On désigne les humains comme les 10 doigts, mais il n'y a pas le corps. Voilà, parce qu'on fait partie du monde vivant. Donc à partir du moment où on a cette idée de faire partie du monde vivant, on est en relation permanente et il y a des échanges. Et ces échanges, il s'agit de les ressentir. Donc on est vraiment dans un ressenti très pointu, très profond. Effectivement, tout un travail de ressenti permanent. Parmi les passeurs, oui, il y en avait qui m'exprimaient ça comme ça, de dire qu'effectivement, une fois que tous les sens sont en présence totale, il y a un autre sens qui s'ouvre et qui est, je ne saurais pas utiliser alors le 6e sens, mais c'est une perception, une intuition. Enfin, il y a quelque chose de plus qui s'ouvre parce que on a fait parce que on a affûté tout ça et que les énergies ont été nettoyées. Ça, c'est vraiment le truc important parce que qu'est-ce qui empêche de se connecter à ça ou qui fait que le mental va venir rajouter des choses ou qui fait qu'on va être un peu tronqué dans la vision ou dans la perception et du monde et de l'autre et des énergies, etc., c'est que notre énergie va être cristallisée, bloquée à un endroit. C'est intéressant parce que finalement, ça rejoint plein de choses que la psychologie nous raconte aujourd'hui. Mais en fait, eux en parlent en termes de... Alors, moi, j'utilise le mot énergie, mais il y a plein de mots pour le dire, mais ça semble être le terme le plus proche de ce qui semble être décrit. Oui. Bonsoir. Alors, dans votre livre, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment anecdotique, mais qui montre la difficulté pour ces peuples premiers, pour les chamans, pour les guérisseurs, de parvenir justement à ce résultat. À un moment, je crois que chez les Kagaba, vous parlez d'enfants qui sont mis de côté dès la naissance et qui restent des années dans le noir. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, alors ça, c'est l'exemple le plus extrême, en fait.
c'est vraiment quelque chose de très très surprenant, mais ça semble bien être le cas. Ça a été décrit par un anthropologue entre autres, et puis ça semble être confirmé par ceux qui les côtoient. Chez eux, donc effectivement, on sait qu'un enfant qui va naître va avoir le don de chaman, parce qu'ils savent ce pourquoi, mais ils savent en gros, a priori, ils sembleraient connaître les énergies que porte chaque personne. Donc ensuite, voilà, ça les aide à les accompagner. Donc ils vont savoir que le bébé qui va naître de cette femme va être chaman, donc il est destiné à ça. Donc la maman va être mise à l'écart, elle ne devra pas vivre trop d'émotions, il y a toute une préparation. Et quand il naît, il est emmené par des chamans dans un lieu, donc des lieux qui sont secrets dans la Sierra là-bas, pour recevoir un enseignement. Donc, et c'est dans le noir. C'est dans le noir parce que il semblerait, mais bon, que le fait de ne pas développer le sens de la vue tout de suite leur permet d'accéder à d'autres modes de perception. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant parce que quand ils sortent de là, ils disent qu'ils ont vu déjà tout ce qu'ils ont vu et d'autres choses que nous ne voyons pas. Et puis surtout, ils vont bien. Ils n'ont aucun problème de vitamine D, de vue, voilà, c'est vraiment... C'est assez long, c'est long. Alors ça peut être... Alors on va dire ceux qui sont seulement apprentis font 9 ans et les vrais de vrais font 18 ans. 18 ans dans le noir. Ouais. Mais alors ils sont très très étonnants parce que, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas de jeu dans leur langue, c'est vraiment... En fait, ils se conçoivent... Imaginons un corps et voilà, on a les différents organes et ces organes auraient une conscience, mais ils savent qu'ils font partie d'un corps, quoi. Ils ne se voient pas comme... S'ils sont là, c'est parce qu'ils doivent être là, en fait. Voilà, il n'y a pas cette... C'est difficile à concevoir pour nous, mais voilà. Ouais, on peut difficilement aborder, on pourrait se dire, vu de notre point de vue, ça pourrait être horrible de dire on va laisser un enfant dans le noir pendant. Mais sauf que bon, voilà, il va accéder à des apprentissages inouïs qu'aucun humain chez nous n'aura jamais, ne comprendra jamais. Et pour eux, c'est normal, quoi. C'est complètement normal. Donc, et ils n'ont pas l'air d'être malheureux du tout de ça après, au contraire, parce qu'ils ont en plus manifestement beaucoup d'humour. Et les quelques-uns que j'ai croisés sont des gens enfin, j'ai rarement croisé des gens j'ai jamais croisé de personnes qui avaient autant de présence et de présence. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Je ne sais pas, peut-être que dans les grands sages, les grands méditants, on doit avoir aussi ce type de personnage, mais c'est juste quand ils sont petits, les Kogi, mais quand ils sont là, waouh, voilà, on est juste en présence de gens, qui captent, je pense, beaucoup, beaucoup plus de choses que nous. Voilà. Merci. Ouais. L'autre chose que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pensez que ce savoir des peuples racines, des peuples premiers, trouve encore quelques échos malgré tout en Occident ou dans nos pays? J'espère. Est-ce qu'il y a quand même Ouais. un peu de cette tradition qui est restée quelque part? Oui, alors il y a deux choses. Effectivement, moi je perçois... alors il y a un mouvement chez nous de néo-chamanisme, j'en parle aussi, et je trouve ça très bien, parce qu'on a ça en nous. Il n'y a pas de raison que dans ces peuples-là naissent des gens qui sont des chamans et que chez nous, il n'y en ait pas. Et je pense... Enfin, moi j'en ai rencontré des gens de chez nous qui ont ces talents-là, et c'est chouette quand ils peuvent les développer. Voilà. Donc ça existe. Chez nous, on a un peu oublié pas mal de choses. Alors, moi, j'étais allée voir justement chez les Samis, parce qu'eux aussi, ils ont été interdits de pratique à cause de la religion. Et donc, ils ont vraiment perdu beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je suis allée là-bas, j'ai découvert que finalement, il y avait un chaman qui maintenant a assumé le fait d'être chaman, qui est allé chercher des choses, notamment auprès des savoirs issus de Michael Harner qui viennent d'Amérique du Nord. Enfin bref, ils ont fait tout un chemin comme ça pour aller voir ailleurs et comprendre comment fonctionnait la roue de médecine chez les Amérindiens pour voir si ça pouvait ressembler à la leur. Et lui, en fait, au départ, la seule chose qui lui avait été transmise, c'était des phrases magiques. Et les phrases magiques, chez nous, on a des guérisseurs dans nos campagnes qui ont ces phrases magiques. Et il disait, lui, il était ingénieur, et puis son père lui avait transmis ce truc-là, puis il n'osait pas trop... Enfin, il se trouvait ça un peu idiot, quoi, d'aller utiliser des phrases magiques. Puis il l'a fait parce que son père lui avait transmis, et ça marchait. Donc voilà, du coup, lui-même a fini par se dire bon, si ça marche et que je peux aider les autres, j'aide les autres. Et puis il est allé chercher plus loin, et aujourd'hui, il a
il a fait tout un chemin de revivifier, avec des savoirs qui venaient d'ailleurs, leur propre savoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ils réveillent ça, donc quand ils remettent en route, ils réutilisent le tambour qu'ils avaient arrêté d'utiliser parce que c'était interdit, et il semblerait que les savoirs reviennent. Donc il y a une transmission par les esprits, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, les chamans, quelqu'un comme Corinne Sombrin, que j'ai rencontré dans mon premier livre, dit clairement ce sont les esprits qui enseignent, ce n'est pas les autres chamans qui enseignent aux nouveaux chamans. Ils enseignent les méthodes pour se mettre en relation avec, mais une fois qu'ils sont en relation avec, s'ils font leur propre chemin, je pense que, je ne vais pas comparer à la méditation, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On explique comment ça marche, et puis après, on va chercher, c'est à l'intérieur, enfin, c'est notre propre chemin qu'on va chercher, c'est pas celui de l'enseignant. Donc c'est un peu la même chose, finalement. Merci beaucoup, Frederica von Ingen. Ce que les peuples racines ont à nous dire de la santé des hommes et de la santé du monde, c'est un livre qui est d'une actualité brûlante. Voilà. Merci beaucoup. Désolée. Et puis on vous garde pour une séance de dédicace maintenant. Okay, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.